Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Chassés du Kosovo, des dizaines de milliers d'Albanais arrivent aux postes frontières. Selon le gouvernement britannique, 1 million de réfugiés ou de déplacés depuis un mois. La moitié aurait quitté le Kosovo. C'est demain qu'arrivera en France le premier groupe de 308 réfugiés. Lendemain de crise après la démission surprise de Philippe Séguin, une démission qui relance l'idée de l'union à droite. On attend la réponse de l'UDF. À Pau, 10 000 manifestants pour protester contre les suppressions d'emplois chez Elf, une région mobilisée aux côtés de ses élus. L'exode sans fin de ces milliers de réfugiés qui continuent de fuir le Kosovo. Rien que pour cette journée de samedi, on estime que près de 15 000 personnes pourraient avoir franchi le poste frontière de Morina, dans le nord de l'Albanie. Ce point de passage désormais ouvert 24 heures sur 24 pour absorber le flot de ces familles qui arrivent à bout de force. Il ne faudrait pas s'habituer à ces images. Anne Pancinet, Philippe Jasselin. Nul ne saura nous dire comment cette femme aux cheveux gris, coiffée d'un foulard brun, est morte sur le chemin de l'exil. Ceux qui ont terminé le voyage avec son corps ne savent même pas qui elle était. Des gens nous ont remis cette femme en chemin. On ne sait pas si elle était déjà morte. On n'a pas voulu abandonner le cadavre sur la route. Absurde et démesuré, l'exode s'est poursuivi hier à un rythme plus soutenu que les jours précédents, mêlant aux postes frontières des foules venues de tout le Kosovo et par tous les moyens, en tracteur, à pied et en voiture. Beaucoup de voitures alors qu'il en passait peu ces derniers jours. Dans une remorque, 2 hommes blessés affirment avoir été touchés par des éclats d'obus de bombardement yougoslaves. Ils ont été blessés par cette armée de salauds il y a 3 semaines. C'est apparemment la ville de Mitrovica et ses environs au nord de Pristina qui est en train de se vider. On était 10 villages. Ils nous ont rassemblés. Et allez, ils nous ont chassés. Et pendant toute la route, ils nous ont escortés. Les jeunes ont été arrêtés? Non, je n'ai vu aucune arrestation. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, ces témoignages sont les seuls éléments qui permettent de prévoir les arrivées de Kosovars à Morina, une arithmétique implacable. C'est tout Mitrovica qui a été expulsé. C'était une ville initialement de 60-70 000 personnes. Donc, comme on a reçu à peu près 20 à 30 000, ben on peut attendre que le reste arrive. Tout ce que les gens nous disent, il y a beaucoup de gens sur les routes, c'est clair. Ce nouvel afflux se produit dans une ville déjà saturée en termes d'hébergement. Là encore, les chiffres sont éloquents. À Phuket, 42 000 personnes sont hébergées dans des familles, 28 000 dans des centres collectifs, 12 000 sous tente dans des camps et 15 000 restent depuis plus de 2 semaines sur ce genre de parking et vivent dans leurs remorques bâchées. En Macédoine maintenant, près de 8 000 personnes supplémentaires depuis hier sont venues grossir le flot des réfugiés. Une équipe de la sécurité civile française est arrivée à Skopje pour assurer temporairement la gestion d'un des plus grands camps de Macédoine, venant ainsi soulager ce pays qui a de plus en plus de difficultés à supporter le poids de l'exil des Kosovars. Hervé Brusini, Philippe Luzy. Ils auront mis 1 jour et demi pour parcourir moins de 400 km. Les 28 véhicules de la sécurité civile du sud de la France viennent de Tirana. Après les incarrossables routes albanaises, ils sont restés bloqués toute la nuit à la frontière macédonienne. Ici, la bureaucratie est tatillonne. Bien passé? Ouais, dur le voyage. Pour les militaires du camp de Stenkovac, c'est donc l'heure de la relève. L'action humanitaire française se poursuit cette fois avec des civils à la satisfaction des réfugiés. Ils redoutaient une prise de contrôle par les Macédoniens. Des réfugiés toujours plus nombreux. La déportation des Kosovars semble s'accélérer. 7 000 en 24 heures sont arrivés autour de Skopje. Tout le monde s'enfuit, dit cet homme. Les Serbes ont tué beaucoup de gens. Et il affirme l'avoir vu de ses yeux. Uruševac et Gočanik, 2 cités qui totalisent 70 000 habitants, se vident en ce moment. Mais la Macédoine semble incapable d'accueillir davantage de réfugiés. Il est clair que les Macédoniens, et ils ont raison sur ce point,
considèrent que le seuil critique est pratiquement atteint. Les camps sont pleins maintenant. Et les familles d'accueil ont fait également le plein. Donc il faut trouver l'alternative. Il faut trouver d'autres solutions. L'alternative, ce pourrait être l'organisation d'un corridor humanitaire entre la Macédoine et l'Albanie. Beaucoup de pays de l'Alliance y travaillent, avec l'assentiment, bien sûr, du gouvernement de Skopje. Plus que jamais, nous avons besoin d'un accueil des réfugiés par d'autres pays, tant que cette situation continue. Nous serions particulièrement soulagés par l'organisation d'un corridor vers l'Albanie, et cela jusqu'à ce que finisse cette situation de guerre. Une situation qui perdure. Aujourd'hui, à la douane côté serbe, on voulait absolument voir les papiers d'identité des réfugiés, même si chaque douanier sait bien que tous ces gens se sont vus retirer leur passeport. Je vous propose maintenant de retrouver de Belgrade notre confrère Renaud Girard, journaliste au Figaro, qui est arrivé hier du Kosovo. Je lui ai demandé en fin d'après-midi ce qu'il avait constaté lors de ces 2 jours de reportage à l'intérieur de cette province, du moins pour ce qu'il avait pu en voir. Oui, nous avons parcouru la province d'est en ouest sur 300 km et partout c'était un spectacle de désolation. On avait l'impression d'un territoire pratiquement vidé de sa population. Tout autour, les villages albanais brûlaient. Il y avait même des mosquées détruites, pas toutes, mais environ 40%. La ville de Prizren, capitale historique du Kosovo, était pratiquement déserte, certes intacte, à part le monument à la Ligue de Prizren, le mouvement national du 19e siècle qui avait été dynamité, mais sinon intact. J'ai croisé à l'hôpital un médecin serbe et je lui ai dit « Alors, la ville est vide ?» Il m'a répondu « Oui, elle est vide. Cette guerre est terrible pour les 2 communautés. » Partout, nous avons vu des villages albanais qui étaient donc vidés de leur population par les forces serbes et qui ont ensuite été détruits, et également les destructions des bombes de l'OTAN. Dans la ville de Gnilane, non seulement la caserne avait été détruite, mais toute la gare routière avait été rasée avec une vingtaine de carcasses de bus carbonisés. Dans un petit village, nous avons croisé un groupe de 250 personnes serrés les uns contre les autres, les femmes et les enfants devant, au visage terrorisé, qui sans doute attendaient un bus qui devait les emmener, j'imagine, en Macédoine ou en Albanie. Depuis le début de l'exode des Kosovars, des témoignages donc de plus en plus nombreux font état d'exactions commises par les Serbes. À Tirana, en Albanie, une équipe de la BBC qui tournait un reportage sur ces familles qui ont fui se sont vus remettre un document filmé par un vidéoamateur. Ce document a été diffusé hier sur la chaîne britannique. Une nouvelle fois difficile de vérifier l'origine précise des images et les informations, des images qui sont parfois difficiles à regarder. François Cornet. Ces réfugiés kosovars regroupés dans le palais des sports de Tirana en Albanie viennent du village de Klina, près de Peć, dans l'ouest du Kosovo. Ils ont été chassés, disent-ils, par des soldats serbes. Derrière ces visages fermés, tous les drames qu'ils ont vécus, toutes les horreurs dont ils ont été témoins. Les mêmes témoignages recueillis par l'équipe de la BBC qui font état d'atrocités commises par les militaires, les policiers ou la milice serbe. Ils nous ont forcés à partir en Albanie, dit cette femme. Nous, on voulait rester chez nous. Ils nous ont jeté des grenades et ont tué 2 de mes filles. Une avait 15 ans, l'autre 8. Je les ai enterrées là-bas, de mes mains. Ils ont blessé mon petit à l'épaule et moi à l'œil. Dieu, seul maintenant, peut nous sauver. C'est ce qu'on espère, Dieu et l'OTAN. C'est très dur pour nous. Ils ont brûlé nos maisons et nos maris sont partis dans les montagnes avec les maquisards. Moi, je suis seul, avec mes enfants. Au milieu de ce réfugié, un homme, jeune, tend une cassette vidéo au reporter de la BBC. Les images qu'elle contient sont terribles. L'homme dit avoir filmé lui-même ces images. Elles sont datées du 27 mars dernier, 3 jours après le début des frappes de l'OTAN. Les hommes, allongés sur le sol, appartiendraient à la même famille. Ils auraient été tués dans cette maison après avoir refusé de partir. Pendant les exécutions, les femmes et les enfants étaient cachés à l'étage au-dessus.
L'auteur de ces images dit être le voisin de cette famille et bien la connaître. Je suis arrivé dans la maison et j'ai vu les 6 cadavres. J'ai filmé, j'ai fait ça pour que le monde sache ce que nous font les Serbes. Toujours selon cet homme, la famille est restée cachée dans la maison près des corps pendant 3 jours, trop effrayée pour sortir et enterrer ses morts. Un document qui ne constitue pas toutefois une preuve irréfutable dans la mesure où l'authenticité de ces images est pour l'instant invérifiable. Et cette journée de samedi aura été marquée par de nouvelles déclarations tendant à prouver l'existence de violences d'assassinats commis par les Serbes au Kosovo. Déclaration faite par le ministre allemand de la Défense, Rudolf Scharping, qui évoque de nombreuses preuves de meurtres effrayants, dit-il. À Bruxelles, le porte-parole de l'OTAN a estimé que près de 3200 Albanais auraient été assassinés au cours de ces 3 dernières semaines. Ces chiffres sont vraisemblables, crédibles, dit-il, ajoutant que des photographies aériennes montrent ce qui pourrait être un charnier. La terre retournée récemment ferait croire à un alignement de tombes, autant d'hypothèses qui restent bien sûr à vérifier. Et à Bruxelles, nous rejoignons Patrice Romden. À l'évidence, les responsables de l'OTAN se disent extrêmement inquiets concernant le sort des populations qui sont restées au Kosovo. Oui, Béatrice, le problème est de savoir comment leur venir en aide. Alors 3 possibilités. La première, c'est un parachutage de vivres. 2 problèmes cependant. Si les avions volent à basse altitude, eh bien, ils s'exposent aux missiles portatifs et à la DCA serbe à la DCA serbe, ou en tout cas ce qu'il en reste. Soit les avions volent à haute altitude et dans ce cas le parachutage n'est pas très précis et pourrait tomber chez les Serbes et il ne revient pas franchement à l'OTAN d'alimenter les troupes serbes, dit-on ici. Deuxième possibilité, ouvrir un corridor humanitaire à l'intérieur même du Kosovo. L'OTAN reconnaît qu'elle étudie la faisabilité d'une telle action en ce moment, mais cela nécessite d'envoyer des hommes au sol. Troisième possibilité, aider les organisations non gouvernementales. Il y en a déjà 3 sur place. Ce sont des ONG grecques auxquelles pourraient se joindre des ONG appartenant à des pays neutres dans ce conflit. C'est cette troisième possibilité qui semble avoir la préférence de l'OTAN, qu'anime un souci humanitaire, certes, mais aussi un souci militaire, car le fait que des centaines de milliers de personnes un peu éparpillées partout au Kosovo errent sur les routes du Kosovo ne facilite pas les opérations militaires. L'OTAN le reconnaît et on l'a vu récemment avec cette fameuse bavure il y a 3 jours dont on a beaucoup parlé. Merci Patrice Romden. Le commandant suprême de l'OTAN en Europe, le général Wesley Clark, s'est rendu en Macédoine et en Albanie aujourd'hui, déclarant que les forces alliées allaient détruire tout ce à quoi Milosevic attache du prix. Pendant ce temps-là, à Belgrade se déroulaient des mariages collectifs et un marathon réunissant plus de 10 000 personnes. Richard Binet. Ce matin, plusieurs avions de l'OTAN sont rentrés à leur base, chargés de leurs bombes. Ils ont dû rebrousser chemin, le mauvais temps ne leur permettait pas d'atteindre les cibles qui leur étaient assignées. Durant la nuit, les forces alliées ont concentré leurs frappes sur 2 objectifs. L'usine de Valjevo à 80 km au sud-ouest de Belgrade, déjà pratiquement détruite, ainsi que le complexe industriel de Ujice au centre de la Serbie. Une nuit calme en quelque sorte, même si quelques heures plus tard, le ministre de la Défense britannique démontrait carte à l'appui que les systèmes de communication avaient été fortement endommagés et qu'il était difficile pour Belgrade de savoir quelles cibles avaient été touchées. Nous allons encore intensifier nos raids. Quant à la question de savoir combien de temps ils dureront, soyez sûrs que nous serons présents aussi longtemps qu'il le faudra. Cet après-midi, le général Clark, commandant suprême de l'OTAN en Europe, était reçu à Tirana. Après avoir confirmé la capture d'un officier serbe par l'UÇK, il condamnait les incursions yougoslaves en Albanie, sans toutefois préciser si les forces de l'OTAN étaient prêtes à sécuriser la frontière. Ces raids sont absolument inacceptables. C'est une violation flagrante d'un territoire souverain. Ils doivent être stoppés et Milosevic doit cesser ses agressions. Ce soir, la télévision yougoslave consacrait les dernières images de son journal au 12e marathon de Belgrade. 10 000 athlètes défiant les bombes de l'OTAN. Puis ces autres images, celles rassurantes d'un mariage collectif, 19 couples unissaient leur destin dans l'ancien palais royal comme aux plus belles heures de la Serbie impériale.
À Tirana, dans la capitale albanaise, continuent d'arriver les soldats des forces alliées. Une cohabitation pour ces centaines d'hommes basés sur l'aéroport, mais bien sûr répartis dans différentes unités. Aubert Riodler et Patrick Voix ont pu suivre l'installation des troupes américaines. L'OTAN sur le terrain, c'est ça. Des relations de bon voisinage, mais pas de mélange. En face du camp français, 350 hommes sont aujourd'hui basés à Tirana. Les Américains continuent d'arriver. Officiellement, ils sont 500, principalement venus des bases aériennes d'Allemagne. On dit qu'il pourrait être bientôt plus de 1000. Difficile à vérifier, on le sait, le soldat n'est pas bavard, mais quand il est américain, il peut devenir franchement cachotier. Quelle va être votre mission ici? Oh, j'en sais rien. Ils n'ont pas encore décidé. Mais vous pensez que vous allez devoir vous battre? J'espère que non. On n'est pas venu pour se battre. Je préfère aider les gens que de me battre. En attendant d'en savoir plus, le soldat américain s'installe au mieux. Le home sweet home, c'est bon pour le moral. Et pendant que le français patauge un peu dans la boue, son collègue d'outre-Atlantique magnifie l'art de la logistique. Chargés comme tous les alliés d'acheminer l'aide humanitaire vers le nord de l'Albanie, les Américains font 18 sorties par jour, la moitié de celles réalisées par les Français. La sécurité est l'obsession du Pentagone et toute annonce d'accrochage dans la zone frontalière cloue les appareils au sol. Aucune information en revanche sur les hélicoptères Apache auprès de l'armée de terre américaine retranchée à l'autre bout de l'aéroport. Le mot d'ordre est humanitaire et la langue de bois. Ne pensez-vous pas que 1200 hommes, c'est trop pour de l'humanitaire et pas assez pour une opération militaire? Je vous répète qu'il n'y a pour l'instant que 500 Américains sur cet aéroport. Leur seul but est d'aider au ravitaillement des réfugiés. Français et Américains ont en tout cas en commun d'attendre des nouvelles de Bruxelles. C'est l'OTAN qui décidera dans les jours qui viennent d'une réalisation conjointe ou non de la mission alliée sur le terrain. Demain, la France devrait accueillir un premier groupe de réfugiés. 308 Albanais venant de Macédoine vont atterrir dans la journée de dimanche à Lyon. Voici comment ces volontaires ont été choisis et comment ils se préparent au départ. Valérie Fournier, Frédéric Pasquet. Dès l'aube, ils ont attendu plusieurs heures sous la pluie. Comme Spend, ils ont cherché longtemps dans le camp la file d'attente à destination de la France. Tu dis que donc on annonce officiellement là maintenant la liste des gens qui partent pour la France. Une annonce enfin officielle. Et les noms vont être méticuleusement articulés pour qu'il n'y ait aucune confusion. Spend attendra 15 longues minutes avant que le nom Shabani soit prononcé. Presque chaos debout de contentement. Les 10 noms de sa famille sont bien sur la liste. Je parle bien français, puis j'aime bien la France. Et puis, il faut sortir d'ici, parce que c'est pas bien. La destination France était un espoir pour eux. Mais même les partants ne sont pas forcément comblés. Il est inquiet parce que sa femme n'est pas là. Il est inquiet de partir pour la France sans sa femme. Oui, c'est ça. C'était plus compliqué de partir pour la France que de partir pour l'Allemagne ou une autre destination? Oui, c'était plus compliqué parce que je crois que dans la France, les conditions sont meilleures. On est à accueillir chez les familles. Et ceux qui partent en Allemagne, ils changent le camp. Ça, c'est rien du tout. La liste vers la France a été en partie établie par le responsable de Télécom sans frontières, mandaté par l'ambassade de France. On est dans cette masse humaine, dans cette boue que vous voyez à 3 km du front serbe. On est là avec eux et l'ambassade fait un travail merveilleux et nous a permis de participer nous aussi à la composition de cet avion à destination donc de la France. La France est donc restée fidèle à sa politique du maintien des réfugiés du Kosovo dans la région. Car demain matin, les 3 avions qui partent pour la France n'embarqueront que 307 personnes, 307 sur les milliers qui rêvent de quitter les camps repris en main progressivement par les autorités macédoniennes dont les troupes sont à majorité serbe. Et ces réfugiés albanais seront hébergés dans différents foyers d'accueil en France. Pour l'instant, ils ne seraient pas pris en charge par des familles qui se sont portées volontaires. Ils ont besoin de conserver leur environnement. Virginie Fichet et Olivier Jacquelin ont assisté aux derniers préparatifs dans ces foyers qui en général accueillent des émigrés.
Au bout de l'escalier, il y a le 8e palier, celui attribué à la trentaine de réfugiés qui arrivera ici demain. Derrière les portes, le décor de leur nouvel exil. Donc là, on se trouve dans un des paliers qu'on a réouvert spécialement pour l'accueil de cette population. Nous avons 30 chambres, toutes faites de la même façon, hein, qui font 7 mètres carrés, avec un petit coin de toilette. Le reste est collectif. À Lyon, 8 foyers semblables à celui-ci accueilleront dès demain 308 réfugiés kosovars venus du camp de Stenkovec en Macédoine. Pour le moment, le rez-de-chaussée du foyer fourmille. Chargé de leur hébergement, le comité rhodanien d'accueil des réfugiés et de défense du droit d'asile, le CRARDA, met la dernière main aux préparatifs. On a réussi, en fonction des groupes familiaux, à dégager autant de groupes de 25, 30, 40 en fonction de la capacité des foyers que de foyers. Sur la composition exacte du groupe, l'association navigue encore à vue. Seule indication, beaucoup d'enfants de moins de 5 ans se trouveraient parmi les réfugiés. En plus d'un toit, il a donc fallu prévoir le minimum vital. Il y a de la nourriture pour 3 jours. En fait, les premières choses de nécessité, quoi. Ce qui est nourriture, ce qui est produit d'entretien. Donc, ce qui leur sera distribué dès leur arrivée. 8 interprètes, des médecins, des psychologues. Ici, les réfugiés seront entourés d'attention, un encadrement souple pour d'abord leur réapprendre à vivre normalement. Ce qui est urgent, c'est de les rendre indépendants et non pas dépendants. C'est ça qui est urgent pour les restituer en dignité, etc. C'est pouvoir aller à la pharmacie, au supermarché, à la salle de bain quand ils ont envie. Donc vous voyez, c'est pas d'avoir trop d'attention, c'est d'être respecté. Clé de cette dignité retrouvée, une autorisation provisoire de séjour de 3 mois et une allocation. 35 francs par jour pour un adulte, 24 francs pour un enfant. De quoi gérer une autonomie à réinventer. Et concernant ces premiers réfugiés albanais du Kosovo, voici ce qu'a déclaré Lionel Jospin ce matin. Il confirme que les réfugiés pourront être accueillis dans des familles. Nous l'écoutons. C'est une goutte d'eau qui a beaucoup de sens, je crois. Et puis c'est peut-être une première goutte d'eau. N'oubliez pas ce que j'ai dit, nous voulons agir là-bas, traiter là-bas et accueillir ici, et nous allons rester conformes à cette philosophie dans notre parti. Nous l'avons fait naturellement en étroite relation avec le Haut Commissariat aux réfugiés, en répondant à ces critères, puisque c'est lui qui a vocation, au nom des Nations Unies, à traiter ces problèmes de personnes déplacées. Ils devraient être accueillis dans une structure collective, de façon à ce qu'on puisse parler avec eux, regarder l'état de santé de certains d'entre eux, et c'est ensuite que, à la demande des familles françaises qui le souhaiteront, ils pourront être accueillis de façon plus humaine, plus affective dans des cellules familiales dans notre pays. Comme chaque semaine depuis le début du conflit, le baromètre de l'opinion publique française avec ce sondage Ipsos, le journal du dimanche. Le camp des sceptiques se renforce puisque 52% des Français estiment que cette intervention est en passe d'échouer. Il n'était que 29% à avoir ce sentiment la semaine dernière. 33% considèrent que les opérations de l'OTAN sont en train de réussir. Deuxième question concernant l'adhésion aux frappes de l'Alliance. Une adhésion toujours très soutenue avec 70% qui approuvent, 26% désapprouvent. Enfin, 64% des Français sont toujours pour une intervention terrestre, 30% sont contre. Voici pour ce dossier concernant donc le conflit en Yougoslavie. Et puis cette information qui nous parvient à l'instant de Londres, 13 personnes dont un policier ont été blessées dans un quartier populaire au sud de Londres, à l'extérieur d'un supermarché, à Brixton précisément. Aucune alerte à la bombe n'avait été donnée. En Algérie, après l'élection d'Abdelaziz Bouteflika, la grande majorité de la presse juge ce scrutin sans gloire et sans panache. Manifestation hier à Alger, mais aussi en Kabylie où plusieurs milliers de personnes ont protesté contre cette élection boycottée par les 6 autres candidats. Reportage en Kabylie dans cette région qui s'est massivement abstenue de voter. Gérard Grisbeck et Bruno Giraudon à Tizi Ouzou. Nous sommes dans l'autre Algérie, l'Algérie rebelle, l'Algérie qui conteste, l'Algérie des Kabyles, de ceux qui vivaient là avant l'arrivée des Arabes et qui entendent garder leur culture et leur langue. À Tizi Ouzou, on cherche en vain des électeurs d'Abdelaziz Bouteflika ou même des électeurs tout court. On était là, on a vu. Il n'y avait personne qui allait voter. Il n'y avait personne qui avait voté. Il fallait voir à Michelet, par exemple. À Un Hammam, dans certaines régions, il y avait 0 votants.
Si vous croyez au Père Noël, moi je n'y crois pas. Donc pour moi, non, n'ont pas eu lieu ces élections algériennes. Il y a eu des fraudes, je sais pas. De toute façon, dès le départ, c'était prévu. Parce que ce soit vous etc. Ici, les gens soutiennent surtout le FFS d'Osinek Ahmed, qui s'est retiré à la veille des élections, ou le RCD, qui appelait au boycottage. Devant l'université où les affrontements avec le pouvoir ont toujours été très durs, les gens ne sont pas tendres avec le président élu. C'est pas un président pour moi. C'est un homme à la qu'à partir pour faire du commun. C'est pas un type sérieux. C'est comme on n'a pas reconnu Zerouel comme notre président, parce que il y avait la fraude. Cette fois-ci aussi, on ne reconnaît pas Bouteflika comme un président. On ne le reconnaît pas. Il n'est pas démocrate. La Kabylie s'est opposée à la dictature, elle s'est opposée au colonialisme, elle s'est opposée à l'intégrisme, elle s'opposera. Donc la Kabylie est fondamentalement démocratique. Alors que les fraudes ont laissé beaucoup d'Algériens désabusés, voire indifférents, en Kabylie, en revanche, les rassemblements d'hier ont encore montré le refus de tout retour au passé. Politique française avec ce lendemain de crise, après la démission de Philippe Séguin, une démission qui pourrait ouvrir la voie à une union à droite pour les européennes. C'est le vote de Nicolas Sarkozy qui assure désormais la présidence du RPR par intérim. Reste à connaître la réponse de l'UDF. Jeff Wittenberg, François Granier. Est-ce que vous avez un commentaire à faire? Non, François Bayrou ne dira rien aujourd'hui. Mais le président de l'UDF ne boude pas son plaisir. De sa décision, il le sait, dépend la façon dont la droite va se présenter aux européennes. Car au RPR, la page est donc tournée avec l'entrée en scène de Nicolas Sarkozy. Derrière la personne et la politique du président de la République, Jacques Chirac. À sa droite, le président du Sénat, Christian Poncelet. L'un de ceux qui, avec Alain Juppé, Jean-Louis Debré, Jocelyn de Rohan et, s'il le veut, Philippe Séguin, composent la direction provisoire du mouvement. C'était la décision la plus urgente. Mais pour les européennes aussi, il va donc falloir aller vite, à seulement 2 mois du scrutin. Jusque-là, il y avait la liste Séguin-Madelin et la liste Bayrou. Séguin parti, le RPR propose une nouvelle donne. Le message du RPR est simple. Si chance d'une liste d'union il y a, tout doit être fait pour conduire cette chance jusqu'à son terme. La perspective d'une liste unique est pourtant loin d'être acquise, car l'UDF précisément avait choisi il y a quelques semaines de partir seul à la bataille des européennes derrière François Bayrou. Du coup aujourd'hui, les centristes ne sont guère enthousiastes à l'idée de revenir en arrière. Nous ne sommes pas les pompiers de l'opposition, lance François Léotard. Il y aura de toute façon des conditions. L'UDF ne renoncera certainement pas à ses exigences et à ses convictions européennes, en aucun cas et à aucun prix. Valéry Giscard d'Estaing, que quelques-uns à droite verraient bien diriger une liste unique, n'a rien dit ce matin de ses intentions. Au RPR, d'autres noms circulent, ceux d'Édouard Balladur, de Michel Barnier ou de Nicolas Sarkozy lui-même. Le temps presse, tout le monde à droite est au moins d'accord là-dessus. Partons à présent pour Épinal, le fief de Philippe Séguin. Il est député des Vosges depuis 1978 et fut longtemps le maire de la ville. Voici les réactions des militants, mais aussi de ceux qu'il a côtoyés pendant 14 ans à la mairie. Christine Beauce, Patrick Schumacher. Alors là, vous voyez, on mange tout dans celle-là. C'est comme dans le cochon, tout est bon. Pour Gilbert Le Maraîcher, comme pour les 40 000 habitants d'Épinal, la démission de Philippe Séguin est une lointaine affaire de rivalité et d'ambition politique qui leur échappe ou les indiffère. Non, mais enfin, il se voyait peut-être président de la République. Et puis, bon, il a eu beaucoup de déceptions. Je le connais comme ça, mais c'est tout. Il viendra peut-être un peu plus à Épinal. C'est ainsi que l'on se console également à la permanence de Philippe Séguin, député des Vosges. Oui, non, on n'a aucune nouvelle de lui. Passé le choc de l'annonce, ses fidèles militants comprennent et approuvent sa démission spectaculaire, sans mâcher leurs mots. Philippe Séguin a fait de l'ombre un peu à tout le monde par sa carrure, par sa valeur personnelle. Et c'est le jeu des pots de banane. Même de ses meilleurs amis qui pensent à le jeu des pots de banane. On se sent soulagé, il a avalé beaucoup de couleuvres, il a vraiment, franchement, on l'a vu souffrir et c'est terminé. Voilà, maintenant il va pouvoir retrouver sa liberté et
Une liberté retrouvée dont on se félicite également à l'Hôtel de Ville, où ses anciens collaborateurs ont pu estimer l'importance de sa décision. Je crois qu'il est faux de dire que Philippe Séguin prend des décisions sur un coup de colère. Je crois qu'il lui arrive de feindre des colères, mais il lui arrive surtout quand il prend une décision sur toute cette importance. Je crois qu'elle est très très réfléchie et je crois que le texte qu'il a rédigé le prouve. Ici, personne ne doute de son avenir politique. Beaucoup se réjouissent de le revoir plus souvent dans son bureau d'Épinal. Et voyons maintenant comment la base des militants du RPR a accueilli la nouvelle de la démission de Philippe Séguin. Pas d'état d'âme, mais une seule volonté affichée, apparemment, continuer coûte que coûte, avec ou sans Séguin, la campagne pour les européennes, comme le montre ce reportage à Arras dans le Pas-de-Calais, Anne Mourgue, Dominique Mas. Permanence RPR, bonjour. Journée presque ordinaire dans cette permanence RPR. Quelques militants, nous sommes loin de la fureur des états-majors parisiens. Au cœur des conversations, leur prochaine réunion de district sur les européennes. Avec ou sans Philippe Séguin, la campagne continue. On a eu quelques soubresauts depuis 1997. Aujourd'hui, ce qui est présent avant tout à l'esprit des militants, c'est de continuer la campagne et que peut-être l'aspect du chef apparaît comme secondaire. Sous le regard de leur ancien chef de file, les militants avouent pourtant surprise et déception. S'il devait vraiment y avoir une démission, on s'attendait plutôt qu'elle vienne après les européennes, mais pas de mois d'un scrutin aussi important. Bon, on est un peu comme des orphelins aujourd'hui, on n'a plus de président. Hein. Pour ces orphelins, la priorité aujourd'hui, c'est le courrier à envoyer aux adhérents. Alors, on n'a pas très envie de se livrer au jeu des pronostics. Qui va succéder à Philippe Séguin pour les européennes? On évoque juste une liste d'unions menée, bien sûr, par un RPR. Quand on lit la presse et quand on écoute la télé, j'ai entendu parler de M. Sarkozy et de M. Bernier. Ben, je me dis qu'ils me vont bien. Hein. Et malgré les gros titres des journaux, officiellement, personne ne se montre inquiet quant à l'avenir du parti. Le coup est dur, mais le RPR va que mieux s'en réveiller et s'en relever. Et on peut assimiler le départ de Philippe Séguin à la taille d'un arbre, une taille de printemps. Une grosse branche est tombée, mais ça va fortifier les racines. Ici, les militants tentent de minimiser le départ de leur chef de file. Un simple faux pas pour le RPR, avant de mieux repartir. Charles Millon, le président de la droite, a finalement renoncé à présenter une liste aux élections européennes pour ne pas ajouter, dit-il, à la cacophonie. Charles Millon qui estime que la démission de Philippe Séguin devrait déboucher sur un sursaut salutaire. Toute une région se mobilise pour défendre l'emploi. 10 000 personnes dans les rues de Pau pour protester ce matin contre le plan de suppression d'emplois chez Elf. François Bayrou, président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, s'est joint à la manifestation. Mobilisation réussie malgré le mauvais temps. Éric Perrin, Frédéric Grinchec. Des commerçants qui font ville morte, des manifestants qui bravent un temps de déluge, le Béarn a réussi son pari, mobiliser 10 000 personnes. L'annonce de la suppression de la moitié des 2000 emplois de Elf à Pau a choqué. Et si les hommes politiques, toutes tendances confondues, sont là aujourd'hui, c'est pour apporter leur soutien, tout en avouant une certaine impuissance face à ce libéralisme économique où les actionnaires passent avant les salariés. Nous sommes intervenus auprès de Christian Pierret, de Dominique Strauss-Kahn, de tout le monde, mais... C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de courage à l'heure actuelle pour être un homme politique. C'est-à-dire qu'ils vous disent qu'ils ne peuvent rien faire? C'est pas qu'ils peuvent rien faire, mais on sent que nous ne sommes pas vraiment écoutés. Et chacun dans le cortège de s'étonner qu'une société qui fait 8 milliards de francs de bénéfices abandonne ainsi cette région. C'est toute l'économie locale qui est concernée par ce coup de poignard qui nous est donné par une société qui est née chez nous et qui est donc béarnaise et qui a des devoirs envers les Béarnais. Le dernier espoir des salariés d'Elf, c'est cette mobilisation de masse de toute la région. Pour essayer de faire fléchir des financiers que nous avons chez nous, qui sont des assassins de l'emploi, nous avons besoin de ce soutien de l'emploi. Il n'y a aucune société qui ne peut ne pas tenir compte de l'opinion publique et quand elle s'exprime aussi fortement que dans cette région, je pense qu'il y a la possibilité d'être entendu. Alors qu'est lancée une pétition, la grève tournante sur les sites de Pau et de Lac continue en attendant une prochaine manifestation. Le président de l'American Express en France a été mis en examen cette semaine dans l'affaire d'escroquerie du sentier qui met en cause plusieurs centaines de sociétés qui auraient établi des circuits de blanchiment. Ce procès qui concerne 134 prévenus se tiendra prochainement. Joël Briandé. Jusqu'à présent, les banques se disaient pour la plupart victimes de cette vaste escroquerie qui porte au total sur près d'1 milliard de francs.
Désormais, un établissement, la filiale française de l'American Express Bank, est soupçonné d'avoir facilité le travail de certains escrocs et son président a été mis en examen. Tout commence en 1997. Une dizaine de banques alertent la justice, sans porter plainte, sur une escroquerie pratiquée par certains commerçants du Sentier. La brigade financière enquête et en quelques mois, près de 150 personnes sont interpellées. Les enquêteurs découvrent alors que des centaines de sociétés de confection sont impliquées. L'escroquerie repose sur un système de traites fictives que s'échangent entre elles les entreprises. Des traites qui ne reposent sur aucune transaction réelle, mais qui permettent d'afficher un bon bilan et donc de convaincre les banques d'accorder des prêts. Une fois le prêt obtenu, l'entreprise disparaît, l'argent, lui, est déjà parti à l'étranger. Et c'est en suivant le parcours de cet argent que les policiers ont découvert le rôle de la banque américaine. Dans un communiqué, American Express reconnaît aujourd'hui avoir traité des chèques effectués pour le compte de banques correspondantes. Pour la banque, s'il y a blanchiment, ce serait donc à l'insu de l'établissement. Mais avec cette mise en examen, la justice veut déterminer si American Express n'a pas cherché à aider certains escrocs à blanchir leur butin. À Paris, ce tragique accident. Un adolescent de 17 ans est décédé cet après-midi après avoir reçu une balle dans la tête par un de ses camarades qui s'était emparé de l'arme de service d'un policier. Christophe Kilikowski. Presque 24 heures après avoir été blessé par un camarade de jeu, un jeune footballeur de 17 ans est décédé cet après-midi à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Hier soir, aux alentours de 20 h, une rencontre de football devait opposer deux équipes de juniors de la région parisienne. L'entraîneur d'une équipe est un policier. Profitant d'un moment d'inattention dans un vestiaire, l'un des jeunes joueurs fouille son sac. Il subtilise son arme, met en joue un copain. Le coup part. L'entraîneur, c'est un policier. Et du coup, c'est quand il s'est retourné pour donner les maillots aux joueurs que le gamin a pris le revolver dans le sac. Et ça vous étonne pas qu'un policier comme ça vienne avec une arme chargée dans son sac? Normalement, il aurait dû mettre ça quelque part d'autre, quoi. Ou bien au moins l'enlever à la portée des gosses, quoi. Les policiers ont le droit de garder leur arme quand ils sont en repos. Deux conditions tout de même, pas plus de 48 heures et l'arme doit être déchargée. En l'état actuel des éléments que nous avons, je ne peux pas affirmer que l'arme était approvisionnée, mais c'est vrai que les textes disent bien que l'arme, les balles doivent être à part. L'auteur du coup de feu est toujours en garde à vue. Le brigadier de police, propriétaire de l'arme, a lui été remis en liberté. Les départs en vacances pour la zone qui inclut notamment la région parisienne. Prudence sur les routes. Hier soir dans l'Orne, 2 accidents ont fait 7 morts. La plupart sont des jeunes, dont un enfant de 3 ans. D'abord une collision frontale entre 2 voitures. L'autre accident s'est produit sur la Nationale 12. Une voiture a percuté un pylône électrique. Tennis, dans le premier tour de la Fed Cup qui oppose la Russie à la France. Amélie Mauresmo, pour son premier tournoi, a balayé Elena Likovtseva 6-2, 6-2. Mais la grosse déception de la journée vient de la défaite de Nathalie Tauziat qui s'est inclinée 6-4, 6-2 face à Tatiana Panova. Pour l'instant, la France et la Russie sont à égalité. Le festival de Pâques de Deauville, la 3e édition, consacrée à la musique de chambre, festival qui s'achève ce soir. Nicole Cornu-Langlois, Bernie Muriot. Depuis 3 ans, Deauville a réussi une performance. Réunir des jeunes musiciens solistes qui viennent jouer tous ensemble, sans vedettariat. Coutume courante aux États-Unis, mais plutôt rare en France. Alors toute la semaine, il y a des répétitions dans les lieux les plus étonnants pour des répétitions, puisqu'ils répètent dans des bureaux, ils répètent dans des bars, ils répètent dans la salle où on vend les chevaux, ils y jouent de la musique de tous les siècles, de tous les genres, du baroque au contemporain. Et je crois que ça aussi, c'était bien l'image de Deauville. Au plaisir des concerts de musique de chambre s'ajoute ainsi pour les solistes l'excitation de répéter ensemble une symphonie de Haydn ou de Beethoven. Chaque année, un chef d'orchestre réputé vient fédérer tous ses talents. Dans un orchestre symphonique, très rarement j'obtiens cette complicité, cette décontraction et cet enthousiasme. Et là, ici à Deauville, avec cet orchestre, on a cette ferveur, on a cette foi, on a cette ébullition
cette curiosité aussi et ce goût de s'écouter, de faire de la musique ensemble. Renaud Capuçon, violoniste, est l'un des musiciens solistes fondateurs du festival et de la Philharmonie de Chambre de Paris. Contrairement à tous les clichés qu'on a sur les musiciens, je pense bien sûr, on peut être un soliste ou un musicien d'orchestre, mais je pense qu'on est avant tout un musicien. Et si on est un musicien, on doit être capable de jouer dans un orchestre, capable de jouer un trio de Brahms, capable de jouer un concerto de Beethoven. En ce sens, c'est une expérience unique. Un festival qui joue sur le renouveau, sur la musique de demain, sans frontières. Avant la 13e soirée des Molières qui sera retransmise sur notre chaîne le 3 mai prochain, un déjeuner a réuni aujourd'hui les nominés. Parmi eux, Christiana Reali comme meilleure comédienne, Nils Aristrup, Robert Hirsch nominé comme comédien de l'année, et puis Barbara Schulz dans la pièce de Jacques Attali aux côtés de Gérard Depardieu. J'ai Barbara Schulz nominée comme révélation. La soirée sera présentée par Pierre Hardy. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. Chassés du Kosovo, des dizaines de milliers d'Albanais arrivent aux postes frontières. Selon le gouvernement britannique, 1 million de réfugiés ou de déplacés depuis un mois. La moitié aurait quitté le Kosovo. C'est demain qu'arrivera en France le premier groupe de 308 réfugiés. À Pau, 10 000 manifestants pour protester contre les suppressions d'emplois chez Elf, une région mobilisée aux côtés de ses élus. Dans un instant, la météo Isabelle Martinet, 20h50 samedi soir chez Estelle, 1h20 le dernier journal Florence Duprat, demain à 7h dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit Robin Rinucci, midi argent public présenté par Sylvain Attal. Je vous retrouve demain dès 13h, je vous remercie de votre attention, excellente fin de soirée sur France 2.